North right clamp, south fox, H top pass 38, top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter pour un nouvel épisode. Alors Noël approche à grands pas et la fin de la saison régulière aussi. Plusieurs équipes d'ailleurs ont validé ce week-end leur billet pour la phase suivante, alors que d'autres équipes savent déjà qu'elles suivront les playoffs à la télé. Dans cet épisode, on va avoir aussi le retour de la minute linguistique, ça fait un petit moment, et on va avoir aussi un peu de football universitaire avec la remise du prix du meilleur joueur et aussi un scandale. Alors ne perdons pas de temps, ready, set, hut! Alors, dans les tops et les flops de notre semaine, partons dans la AFC Est avec une superbe remontée de Buffalo. Buffalo qui se rendait chez le voisin de New England, les Patriots. Tout se passait à la perfection pour les Patriots jusqu'à ce que Josh Allen dise basta. Les Bills, ils nous ont fait un début de match plutôt mou, avec des 3 drives qui se finissaient sur 3 punts. Et puis le réveil, d'un coup, Allen et ses coéquipiers ripostaient. Ils passaient de 21-0 à 2 minutes de la pause, un score final de 35-31. Et du coup, ils gardent toutes leurs chances dans cette division. Les Bills, comme on a dit, un début de match mou, mais ensuite, ils ont marqué 5 touchdowns sur les drives suivants, sur 5 drives de suite. Et ils ont pris le score, ils ont pris la tête avec un peu plus de 6 minutes à jouer, et ensuite ils n'ont rien lâché. Josh Allen, 3 passes de touchdown, tandis que James Cook, le running back, lui, il en ajoutait 2 au sol. Les Bills, ils ont un bilan provisoire de 10-4, donc 10 victoires pour 4 défaites, et ils restent derrière les Patriots, mais ils reviennent à une seule... à une victoire des Patriots. Chez New England, d'ailleurs, Drake May, il a fait une première mi-temps excellente, avec 2 rushing touchdowns, mais après, il s'est un peu éteint, on va dire, à l'image de son équipe. La défense, surtout, elle a beaucoup souffert en deuxième mi-temps. Ils n'ont jamais réussi à stopper Josh Allen, ni James Cook, ni même à mettre Allen sous pression. Donc du coup, dans cette division, la bataille est relancée. Buffalo, il leur reste 3 matchs, ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils vont devoir tout gagner et ils vont aussi devoir espérer un faux pas de la Nouvelle-Angleterre pour pouvoir conserver leur titre de division. Chez les flops, alors c'est clair et net, c'est Kansas City. Kansas City éliminé. Ils ne verront pas les playoffs pour la première fois depuis 2014. Pour la première fois depuis l'ère Mahomes, en fait. Mahomes, à chaque fois, il arrivait en phase finale. C'est la première fois. Mais pour les Chiefs, comme un malheur n'arrive jamais seul, ils perdent aussi leur quarterback dans cette histoire. À quelques minutes de la fin, on voyait Mahomes qui se faisait mal au genou. Il sortait. Et quelques heures après le match, le verdict terrible tombait. Rupture des ligaments croisés, saison terminée, et il va sans doute reprendre la pré-saison suivante un peu tard. Quand il sortait Mahomes, ils ont fait rentrer le remplaçant, Gardner Minshew. Il prenait le relais, mais il se faisait intercepter après quelques jeux. Et du coup, les Chargers y remportaient la victoire, avec d'ailleurs une nouvelle prestation impressionnante de l'équipe de Jim Harbaugh. Après, la blessure de Mahomes, c'est un fait de jeu, mais c'est pas la raison de leur défaite. C'est dans la continuité de leur saison. Et c'est une purge en attaque. Les Chiefs, depuis plusieurs saisons, ils sont incapables d'être réguliers et productifs. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de ballons relâchés, d'erreurs dans les tracés, dans les blocages. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessures cette année sur la ligne offensive. Ça n'a forcément pas aidé, mais quand même, les Chiefs, on était habitués, comme on a dit depuis des années, à voir Mahomes sauver cette équipe avec des tours de magie. Sauf que cette année, la magie, elle prend plus. Et la défense aussi, elle est plus aussi souveraine que dans le passé. Et on voit des leaders vieillissants
et qui sont très loin de leur niveau d'antan. On pense bien sûr à Travis Kelce, qui a relâché des ballons cette année incroyables. Il y a quelques années de ça, il n'aurait jamais relâché ces ballons. Chris Jones aussi, sur la ligne défensive, c'est un autre joueur et il n'est plus au niveau où il était avant, quoi. Donc avec cette élimination, je pense qu'il va y avoir du changement à prévoir chez le vice-champion du dernier Super Bowl. Alors si vous aimez le football offensif comme moi, créatif, vous n'avez pas été déçu avec ce match hier soir entre les Los Angeles Rams et les Detroit Lions. Regardez les stats. À eux deux, ces deux équipes, elles ont signé plus de 900 yards en attaque. Un nombre incalculable de big plays. Cet affrontement, c'était super. Vraiment, ça n'a pas déçu. Un festival offensif. Comme on a dit, c'est deux équipes très productives, très créatives et agressives en attaque. Vous connaissez tous ma dévotion pour Sean McVay, son génie pour inventer des stratégies offensives, une équipe vraiment plaisante à voir. Même s'il n'y a pas de grandes stars, hein, regardez leur grande star. Bon, Stafford, c'est un choix du premier tour, mais c'est pas eux qui l'ont drafté. Et après, Puka Nacua, qui est un joueur du 5e tour, qui est excellent. Ils ont beaucoup de pièces en attaque et en défense. En fait, c'est par rapport au travail de développement, d'entraînement. Vraiment, une très belle équipe, ces Rams. Et comme on a dit, une très bonne attaque, mais aussi une très très bonne défense. Revenons au match, parce que la première mi-temps, elle était très équilibrée, et d'ailleurs c'était les Lions qui rentraient au vestiaire avec un avantage de 7 points. Sauf que pour Détroit, le jeu au sol était beaucoup plus discret que d'habitude. Jahmyr Gibbs, qui est excellent depuis le début de saison, là, il était réduit à 38 yards en 13 courses. Et son compère Montgomery, seulement 32 yards. Après, ce qui a sauvé Détroit hier soir, surtout en première mi-temps, c'est la paire Jared Goff et Amon-Ra St. Brown. Goff, il avait le bras en feu, et St. Brown, il était partout, il était imprenable. Il a fini la partie avec 13 réceptions pour 174 yards et 2 touchdowns. Et son copain receveur Jameson Williams, il n'était pas en reste non plus, puisque lui, il a 134 yards de réception et un touchdown aussi. Donc voilà, les Lions étaient devant à la pause, sauf que les Rams, ils allaient revenir sur le terrain après la pause, et ils allaient survoler le troisième quart-temps. Ils allaient marquer 17 points en 15 petites minutes. La défense, elle allait complètement suffoquer l'attaque des Lions. Les Lions, dans ce quart-temps, ils ne vont gagner que 3 yards. On a parlé de Puka Nacua. Il a été une nouvelle fois exceptionnel. Il n'a pas marqué de touchdown, mais plusieurs réceptions incroyables, des tracés réalisés à la perfection. Et une attaque super bien équilibrée, parce que autant dans les airs qu'au sol, il faisait souffrir l'unité défensive des Lions. Les deux running backs, Kyren Williams et Blake Corum, à eux deux, ils marquaient 3 touchdowns. Après, les Rams, la victoire, elle vient pas sans son lot de mauvaises nouvelles, parce que les Californiens, ils perdaient dans ce match Davante Adams sur blessure. On voyait très bien lors d'une course qu'il s'arrêtait net, blessure aux ischio. Et on sait que ce genre de blessure, ça pourrait le tenir hors des terrains pendant plusieurs semaines. Peut-être même jusqu'au début des playoffs, ou même moitié des playoffs s'il continue. Enfin, on verra bien. McVay et ses hommes, du coup, ils sont mathématiquement qualifiés pour les playoffs. Mais ils sont pas encore champions de leur division. Ils sont pas encore tête de série de la NFC. Ils vont encore devoir engranger les victoires. Cette défaite pour Détroit, par contre, ça diminue leur chance d'accéder à la phase suivante. Selon les stats, ils ont seulement 40% de chance d'arriver aux playoffs. Mais ils vont devoir faire un sans faute. Et ils vont surtout devoir espérer de l'aide des autres équipes, c'est-à-dire un faux pas des Bears et des Packers. Alors, dans des épisodes précédents, on avait fait notre minute linguistique en espagnol. Sauf que là, aujourd'hui, on va la faire en anglais, parce qu'on va parler d'une nationalité qui est très présente dans le football américain. Et vous me direz, oui, mais c'est logique, c'est un sport américain qui a été inventé aux États-Unis, et c'est normal qu'on le fasse en anglais, le lien est tout trouvé.
Mais on va pas parler en anglais pour les Américains. Il y a une autre nationalité qui est très très représentée, ce sont les Nigérians. Let's go. So, you may know there are a significant number of players with Nigerian origins in the NFL. We're talking about roughly 70 players. One of the first one, and probably still the most famous, was Ozzy Omenyiora. He's half British, half Nigerian. He was a defensive end. He won 2 Super Bowls with the Giants. And I was in charge of a program called The Uprise, where they tried to find some players in Africa to play for the National Football League. So let's talk about Nigerian players or Nigerian descent in the NFL. The presence of these players has been increasing a lot. In the 2025 season, players both in Nigeria or who has Nigerian origins, they represent 19% of all foreign-born players. It's the second most common nationality represented after Canada. For example, in the 2025 draft, it was a historic moment because 8 Nigerian-born players were selected. It says a lot about the pool of talent coming from this country. As we said, we talk about 70 players with Nigerian heritage across the league, which means they can very well have a team made with these players. Let's have a look at some players. For example, for quarterback, we could have Jalen Milroe from Seattle. For running backs, we could have Quinton Jenkins from Cleveland or Chuba Hubbard from Carolina. The receiver group is absolutely amazing. Let's have a look at it. Emeka Egbuka from Tampa Bay, Jackson Smith and Jigba from Seattle, Rome Odunze from Chicago, and more. The 2 from Tennessee, Elik Ayumano and Kimere Dike. That's a great group. For tight end, we can think about David Njoku from Cleveland. The offensive line as well with Olufashanu, Chris Paul, Michael Onwenu. On the defensive front, we could have Dayo Odeyingbo, Joseph Osai, Oza Odigizua, Donovan Ezeraku. For linebacker, Princely Umanimielen, Femi Oladejo, Jeff Okuda's cornerback, Nick Emanuele for safety. It's a great pool of players, some great talent there. And it's worth following these players because let's think about the flag football competition in the Olympic Games in 2028. I wonder if some of these players would accept or even volunteer to play for their countries, for Nigeria, the country of their parents. Et cette semaine, dans la palette du punter, on va se pencher sur une action défensive, une interception de Cal Van Noy de Baltimore qui va se finir sur un touchdown, non pas de lui, mais d'un autre joueur. Regardez. En fait, c'est une interception de Kyle Van Noy sur une passe de Joe Burrow. Et ensuite, plutôt que d'essayer de parcourir à lui tout seul les 90 yards jusqu'à l'embut des Bengals, il préférait donner le ballon à un coéquipier à côté de lui. Bon, comme d'habitude, analysons la formation défensive. Vous voyez à l'écran les différentes couleurs. Donc en rouge, on voit en fait la ligne défensive, le front seven, même s'il n'y a que 6 joueurs. Et en fait, elle est composée d'un mélange de defensive linemen, mais aussi de linebacker. Ok. En bleu, ce sont les safety. Donc vous voyez qu'il y a 3 safety et il y a 2 cornerbacks. Donc pourquoi il y a autant de joueurs de l'arrière-champ? C'est parce qu'en fait, on était dans le dernier quart-temps. Le score était déjà de, je crois, 20-0. Bon, les Ravens s'attendaient à une passe. Donc du coup, plutôt que de charger la boîte, on va dire, ils ont mis des joueurs dans l'arrière-champ, des cornerbacks et safety pour être au marquage des receveurs adverses. J'ai entouré plusieurs joueurs ici qui vont être intéressants. Donc déjà, si vous regardez l'action à l'écran, vous allez voir un des joueurs que j'ai entouré, c'est le numéro 95, c'est le linebacker Robinson, si je me trompe pas. Lui, en fait, il va aller presser Burrow. Burrow, avec cette pression, il fait un mauvais lancer. Van Noy, il intercepte le ballon, mais si on revient un peu en arrière, regardez désormais ce que fait Van Noy. Van Noy, il va faire semblant d'aller au blitz.
Regardez, hop, et puis il s'arrête, il fait quelques pas en arrière, en fait il va être en couverture. Il va donc profiter de la pression de son coéquipier pour récupérer le ballon, enfin intercepter le ballon. Et ensuite, vous voyez, il le passe à son coéquipier, le cornerback Gilman. Safety, pardon, c'est un safety Gilman. Regardons à nouveau. Là, Van Noy, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il commence à partir et il regarde sur le côté, il voit son coéquipier Gilman, il lui transmet le ballon. Il en profite aussi au passage pour bloquer, on va dire pour gêner un lineman offensif de Cincinnati, et après Gilman avec ses jambes, voilà, il fait la différence quoi. Dans une interview d'après-match, ils ont demandé à Van Noy en fait pourquoi il n'a pas parcouru le terrain tout seul pour le pick six. Il a dit que non, en fait il a regardé à côté de lui, il a vu Gilman qui est un safety, et lui étant linebacker, c'était le 4e quart-temps, il était peut-être fatigué, il s'est dit non, on va le donner à un jeune qui a des jambes, et du coup voilà. Ok, cette semaine, on retombe un peu dans nos travers avec un 2 sur 5, mais bon, c'est vrai qu'on n'avait pas choisi les matchs les plus simples. On va pas se chercher des excuses, mais bon, un petit peu quand même. Là, on a une grosse semaine à venir avec Super Saturday pour cette semaine 16, juste avant la folie de la semaine de Noël. Voici donc nos 5 pronostics pour cette semaine. Seattle contre les Rams sont favoris et je vois les Rams s'imposer et mettre quasiment le premier pronostic, c'est Seattle contre les Los Angeles Rams. Les Rams sont favoris d'1,5 point et je vois les Rams l'emporter et quasiment remporter leur division et quasiment devenir tête de série numéro 1 de la conférence nationale. Chicago contre Green Bay. Il y a 2 ou 3 semaines, quand ils se sont affrontés, ça a été très serré, c'était un superbe match. Green Bay est favori et je vois Green Bay l'emporter. Dallas contre les Chargers. Dallas, ils se sont fait mater hier soir par Minnesota à domicile. Je pense que l'euphorie est retombée à Dallas, ils sont quasiment éliminés des playoffs, donc je vois les Chargers l'emporter. Carolina contre Tampa Bay. Tampa Bay doit absolument l'emporter. Ils sont pas terribles en ce moment, mais je vois le réveil de Tampa Bay. Et le dernier match, c'est Miami contre Cincinnati. Cincinnati qui a été horrible contre Baltimore. Miami, on ne sait pas, parce qu'à l'heure où je fais cet épisode, ils jouent ce soir contre Pittsburgh. Ils ont peut-être encore une petite chance d'accéder aux playoffs. Et je vois Miami l'emporter, surtout à domicile. Je vois pas comment ils pourraient perdre contre cette équipe de Cincinnati qui ne joue plus à rien, et on voit que c'est un peu le bazar même en coulisses. Et on va parler un peu de football universitaire, de college football, même si le week-end a été très calme, il y a eu peu de matchs. Il y a eu le début des bowl games, on en a parlé dans mes articles, ce sont en fait des espèces de trophées post-saison pour les équipes à plus de 6 victoires, mais qui ne se sont pas qualifiées pour les playoffs. Parlant de playoffs, c'est aussi les playoffs de la FCS, qui est la 2e division universitaire, mais ça on va en parler dans un autre épisode. Il y avait un match, ce week-end en général c'est réservé à un match que les Américains adorent et qu'ils ne ratent jamais d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent America's Game, c'est le choc annuel entre les 2 prestigieuses écoles militaires, Army versus Navy. C'est un véritable événement ce match, chaque année. D'ailleurs, la présence ce samedi du président Donald Trump en est la preuve. Alors, outre le spectacle d'avant-match, il y avait, vous savez, des démonstrations militaires, des avions qui volaient au-dessus du stade, des canons et tout ça. Bref, un très beau avant-match. Et après, sur le terrain, c'était Navy, les Midshipmen de Navy qui s'imposaient pour la 2e année consécutive, et ils conservent d'ailleurs le trophée Commander-in-Chief. Il y a eu un gros scandale cette semaine. Je vais vous donner un nom, Sharon Moore. Peut-être ça ne vous dit rien, mais bon, bref, je vais vous expliquer. On va parler un peu de tabloïd. On va pas rentrer dans les détails parce que
Cela ne nous regarde pas, comme dirait l'autre. Mais en tout cas, mercredi dernier, Sharon Moore, qui est l'entraîneur de Michigan, il s'est fait licencier avant de passer la nuit en prison. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Un peu, oui. Vous allez voir. C'est très simple. En fait, c'est une histoire d'adultère avec son assistante. Et apparemment, cet adultère a été découverte par l'université qui décidait de virer illico presto leur entraîneur. Avec comme raison qu'il avait enfreint le code de conduite de l'université. Mais l'histoire n'en finissait pas là, parce que une fois qu'il est averti qu'il va être viré, Sharon Moore, il se serait introduit en fait dans la maison de son ex-maîtresse et il aurait menacé de mort. De là son arrestation et sa nuit en zonzon. Après, bon, c'est le timing, on va dire, et la raison du licenciement qui laisse un peu perplexe, on va dire, parce que apparemment cette relation entre Moore et son assistante est durée depuis un bon moment, on parle même d'1 an. Et le fait de virer Sharon Moore pour faute grave, en fait, ça veut dire que l'université, elle ne va pas devoir payer d'indemnité de licenciement, parce qu'il s'est considéré comme une faute grave. Même si après, j'imagine que Sharon Moore, il va porter plainte bientôt contre Michigan pour licenciement abusif. Bref. Après 2 saisons à la tête des Wolverines, où il avait succédé à Jim Harbaugh, et après avoir été promu, Sharon Moore, il prend la porte. Et après, pour les dirigeants, là, c'est la quête d'un nouvel entraîneur. Il va falloir trouver un successeur très vite, car la fenêtre des transferts, elle ouvre le 2 janvier. Et il faudra avoir un entraîneur avant cela, au risque de perdre des joueurs qui pourraient demander à partir, ou même d'autres joueurs qui peut-être refuseraient de rejoindre Michigan tant qu'ils ne connaissent pas l'entraîneur. Le seul problème, c'est que beaucoup d'entraîneurs, on va dire les meilleurs entraîneurs, les plus convoités, ils sont soit déjà dans de très bonnes universités, avec des contrats en béton, soit ils viennent de signer une prolongation, soit ils viennent déjà de trouver une nouvelle équipe, donc bon, ils ne sont pas disponibles. La liste de candidats, je pense, n'est pas très longue, même si plusieurs noms reviennent. On parle de Kellen DeBoer, l'entraîneur d'Alabama, qui, à mon avis, va se faire virer si vendredi ne gagne pas contre Oklahoma. On parle de Kenny Dillingham, l'entraîneur de Arizona State, Jedd Fisch, l'entraîneur de Washington, qui était un adjoint de Jim Harbaugh à Michigan. Bon, je pense qu'un de ces 3-là sera le prochain entraîneur de Michigan. Et on va finir avec le trophée Heisman, le trophée du meilleur joueur de la saison à l'université, qui a été décerné à Fernando Mendoza, le quarterback d'Indiana, qui succède à Travis Hunter et devient donc le 91e vainqueur de ce prestigieux trophée. Il emporte d'ailleurs avec une large avance sur le second, Diego Pavia, et c'est le tout premier joueur d'Indiana à rafler la mise, à gagner ce prix. Mendoza, pour la petite histoire, il vient de Floride, il est natif de Miami, il vient d'une famille cubaine. D'ailleurs, dans son speech, après avoir reçu le trophée, il dit quelque chose en espagnol pour ses grands-parents. And for my grandparents, por el amor y sacrificio de mis padres y abuelos, lo quiero mucho. De todo mi corazón, de todas las gracias. Mendoza, c'est un profil particulier, c'est une recrue 2 étoiles du lycée, un joueur quelconque. Il débutait sa carrière à Cal, il restait 2 saisons là-bas avant de rejoindre Indiana à l'intersaison. Mais là, à Indiana, sous les ordres de Curt Cignetti, c'est devenu un tout autre joueur, un des tout meilleurs quarterbacks du pays et peut-être même le prochain premier choix de la draft 2026. Mais bon, avant cela, il n'y a aucun doute que Heisman Dosa, comme l'appellent les médias, et son coach Cignetti, qui d'ailleurs, il a gagné le prix de meilleur entraîneur de la saison. Ces deux-là, et les Hoosiers, ils vont vouloir finir la saison de la meilleure façon possible. Ils sont invaincus, c'est à l'heure actuelle la meilleure équipe du pays. Ils vont sans doute vouloir conclure cette saison historique en décrochant le Graal, qui est ce titre de champion national. Ils sont désormais grands favoris. Imaginons Indiana et son équipe de football favoris pour le titre de champion national. Le monde du football universitaire a bien changé. Yeah!